cette conférence. Comme titre, combien vaut ma boîte, que me restera-t-il? Donc, Éric Ballandreau, je suis chargé donc du suivi des cédants sur ce que je vais appeler le Sud-Isère, agglomération grenobloise, et tous les massifs qui se rattachent. Laurence de Bernardi qui m'assiste là aujourd'hui en prenant en compte en particulier tout ce qui est échange écrit, fait le même travail, sauf qu'elle s'occupe du Nord-Isère. Elle s'occupe de tout ce qui est au-dessus de, on va dire, la côte Saint-André, Saint-Étienne-de-Saint-Joie, et on va jusqu'à Saint-Christophe-sur-Gué, donc tout ce qui est Bourgoin, Vienne, la Tour du Pin. Nous avons la particularité, mais on le verra à la fin, d'avoir 2 personnes qui s'occupent des repreneurs, puisque la Chambre de métier a choisi d'avoir 2 personnes qui s'occupent des cédants et 2 personnes qui s'occupent des repreneurs, qui sont Jean-Daniel Guillermin et Alexandre Franceschi. Mais on verra ça à la fin, vous aurez sur le PowerPoint les coordonnées, les adresses de ces personnes-là. Donc je vais laisser cette conférence, elle est animée par la Chambre de métier. Moi je vais intervenir plutôt sur les méthodes d'évaluation. Et puis ensuite, Richard Laguerre et Audrey, nom de deux, vont intervenir au nom de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour tout ce qui est un peu évaluation, mais aussi tout ce qui est fiscalité. Et on aura un slide de la MAF qui est également partenaire, mais qui n'est pas présente aujourd'hui. Donc je laisse Richard Laguerre se présenter et ensuite Audrey, nom de deux, je ne sais pas dans quel ordre. Bah écoute, Eric, on va commencer par Audrey. Honneur aux dames. Audrey, ça, je te laisse te présenter. Allez, merci Richard. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, avec Richard, on vous a concocté 2-3 éléments. Moi, je suis directrice de clientèle patrimoniale sur la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, sur un des secteurs de la Caisse d'épargne, qui est celui d'activité de Laurence et Eric. Donc, grosso modo, le secteur qu'on couvre va de Pontcharrat jusqu'à Saint-Marcellin. Voilà, donc c'est exactement la typologie décrite, avec une équipe de 20 personnes, 20 chargés d'affaires en gestion privée. On travaille toute la partie patrimoniale pour nos clients dès qu'il y a effectivement des capitaux en jeu, des cessions futures ou un questionnement sur la transmission, par exemple, à mener. Voilà pour moi, et depuis effectivement 10 ans à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes sur ce beau métier. Richard, je te passe la parole. Merci Audrey. Alors moi, bonjour à toutes et à tous. Alors j'interviens, je suis moi directeur de clientèle sur le marché des professionnels, le même secteur qu'Audrey, qui vous a décrit tout à l'heure. Donc tout le secteur, on va dire Isérois, Saint-Marcellin, jusque Pontcharrat, la Ravoire, tout le secteur montagne, Grenoble, bien entendu, le secteur de l'Oisan, et puis le Voironnais et le Vercors. Ce qui est important peut-être de soulever, c'est que nous intervenons, nous, dans tout projet, on va dire, de création ou de reprise d'activité, tout secteur. On n'a pas de secteur spécifique, l'artisanat, la petite et moyenne entreprise, et on s'attelle sur des niveaux de chiffre d'affaires, d'accompagnement, jusqu'à 3 millions d'euros, on va dire, de chiffre d'affaires. Au-delà, on passe le relais à nos centres d'affaires entreprises qui ont des outils et une spécificité différente sur cette typologie d'activité. Voilà. Tout type d'activité jusqu'à 3 millions d'euros. Activité de création et reprise. Voilà pour la présentation. Donc, je reprends la main et je vais vous demander si jamais vous voyez apparaître le PowerPoint. Est-ce que vous voyez le PowerPoint, le document de présentation? C'est bon pour moi en tout cas. Moi, oui, c'est bon pour moi aussi. Très bien, merci. C'est bon, vous l'avez tous à... Donc, on va avoir les 3 parties que j'ai évoquées, enfin les 2 parties surtout. Donc, première partie, c'est sur l'évaluation de l'entreprise, et là, je vais intervenir. Et deuxième partie, on va avoir la fiscalité, donc par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et il y aura une petite présentation sur les assurances, parce que c'est
la session d'entreprise est aussi une occasion pour voir ce type pour faire le point, à mon avis, sur ce domaine-là aussi. Alors, sur l'évaluation, l'évaluation c'est pas que des chiffres, c'est un diagnostic général. La stratégie générale et marketing mise en place, la gestion des moyens humains et les motifs de cession du chef d'entreprise. Par exemple, sur la gestion des moyens humains, moi j'aide certaines entreprises, et Laurence aussi, qui reposent entièrement sur la compétence technique du chef d'entreprise. Donc, si le chef d'entreprise, il n'y a plus rien. Il y a certains salariés aussi qui peuvent être importants, des salariés pivots qui, en plus, s'ils ont un certain âge, ça peut poser des problématiques si jamais, ils partent pour une raison de retraite, ou alors ils partent parce que voilà, ils ne veulent plus rester, et la qualité de l'entreprise repose en partie sur eux. Donc ça, c'est des problématiques. La stratégie générale et marketing, c'est se reposer les questions marketing, c'est-à-dire quelle est la clientèle, quelle est la concurrence, comment ça se situe, est-ce qu'il y a un plus fondamental qui fait que l'entreprise a une valeur importante, voilà. Nécessité d'avoir plusieurs avis. Le nôtre, donc soit le mien, soit celui de Laurence, apporte certains éléments, mais il est pour nous complémentaire avec celui de l'expert comptable, avec celui de conseil juridique, celui de notaire, si les conseils juridiques et notaires sont spécialisés en droit des affaires, voire d'autres experts de la transmission d'entreprise. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir une réunion avec l'expert comptable, moi, parce qu'on n'arrivait pas à la même valeur, par exemple, et le chef d'entreprise, il voulait comprendre comment on arrivait à telle ou telle valeur. Et finalement, ça amenait des discussions qui, sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise, amenaient pas mal de choses. La valeur de l'entreprise est différente de celle du prix. La valeur, le prix, c'est le prix de vente. Et il y a beaucoup de critères qui sont éventuellement, qui peuvent être subjectifs, qui peuvent jouer. La valeur, par exemple, quelquefois, il y a une valeur sentimentale de l'entreprise. Moi, j'ai eu un chef d'entreprise qui m'a dit « Mon entreprise, elle vaut 100 000 euros, je l'ai achetée 60 000, elle vaut 100 000 euros maintenant, parce que ça fait 10 ans que je l'ai. » Et moi, je lui ai dit « Non, parce que la rentabilité, qui est quand même un des éléments qui valorise l'entreprise, qui est même pour moi l'élément fondamental, elle n'était pas exceptionnelle. Donc, quelquefois, cette valeur sentimentale, elle peut, dans les discussions qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise, c'est pas toujours simple de faire passer cette notion de prix qui, en réalité, ne correspond pas à la valeur que le chef d'entreprise en attend. Le prix pourra s'écarter de la valeur à cause d'éléments non quantifiables subjectifs. Nous, moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes, des repreneurs, qui aimaient la région, qui aimaient le secteur d'activité, et la valeur de l'entreprise, même si ça allait peut-être au-delà de la rentabilité de l'entreprise, parce que il y avait d'autres critères, comme on l'écrit là-dessus, non subjectifs, qui existaient. Des critères subjectifs, excusez-moi. Sur la partie fonds de commerce, proprement dit, dans la valeur du fonds de commerce, vous avez la clientèle, vous avez le droit au bail ou le pas de porte. Alors, ça dépend des activités. Le droit au bail ou le pas de porte dépend, c'est surtout dans des activités entre guillemets commerciales. C'est la valeur du local en termes d'emplacement. Le non commercial et l'ancienne, alors il y a d'autres éléments, ça existe pas très souvent, mais ça peut exister, les dessins, les brevets, les marques, les licences. Donc, ça, c'est les éléments incorporels. Et puis, vous avez les éléments corporels, l'agencement et l'aménagement, le matériel, mobilier. Alors, la valeur du matériel, mobilier, machine, outillage, matériel de transport, c'est la valeur de revente. Parce qu'on a une valeur au bilan, mais la valeur au bilan, elle peut valoir 0 parce que les biens ont été amortis, alors que ça peut valoir plus cher. J'ai eu une entreprise, je suis arrivé à un total à peu près de... C'était des machines, des cisailles, des guillotines, qui, si c'est bien entretenu, durent 20, 30, 40, 50 ans.
Et quand on a fait la somme, la personne m'a dit, ben, je pourrais le revendre 100 000 euros, alors que sur le bilan, ça valait 20 000 parce qu'il y avait uniquement le matériel de transport qui n'était pas totalement amorti. Donc, vous voyez qu'on part d'éléments comptables et fiscaux, on va le voir tout à l'heure, mais on ajuste en fonction de la valeur réelle de revente, par exemple pour le matériel. La situation, moi je dirais actuelle et future du local, dans certaines activités, il y a des activités où ça ne joue pas. Hein. Configuration des locaux, les locaux doivent être adaptés à l'exercice de l'activité. Les conditions du bail, si c'est un bail 369, ben, combien il reste, si c'est important pour l'activité, si le bail est important, si l'emplacement est important, quelle est la durée qui reste à courir? Est-ce qu'on est au début du bail 369? Est-ce qu'on est en fin? Est-ce qu'il va falloir le renouveler avant de céder? Enfin, ce genre de problématiques. Les qualités professionnelles du cédant et de certains salariés, la dépendance, femmes et hommes clés, j'en ai déjà parlé, mais ça me permet d'en reparler. Moi, j'ai certaines entreprises j'ai une entreprise actuellement où on va vendre finalement le savoir-faire. Ça veut dire que le chef d'entreprise, ben, nécessairement, il va falloir qu'il accompagne pendant 1 an, 2 ans. Et l'intérêt, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas commercialiser ce savoir-faire et surtout si le repreneur ne peut pas se l'approprier. Mais là, c'est sur une niche de marché, c'est très, très spécifique. Les résultats et perspectives d'avenir, ben, c'est l'état du marché, les difficultés d'approvisionnement, l'évolution du pouvoir d'achat. L'état du marché, ben, ça évolue. Hein. Le Covid est là pour le prouver. Actuellement, on a certaines activités, nous, qui prennent je pense dans l'alimentaire, certaines professions alimentaires qui ont une grosse progression à cause du Covid. Il y en a d'autres et malheureusement, j'espère que ça ne sera pas le plus nombreux, mais je suis un peu inquiet là-dessus. Il y a une baisse énorme d'activité, donc, et ça, c'était difficile à prévoir. C'était même impossible à prévoir. Sur les méthodes d'évaluation, on arrive un peu dans le centre. On a 3 méthodes. Une approche plutôt par comparaison, référence à des prix constatés dans d'autres transactions. On va voir que ça fait appel à un barème, mais on va revenir sur cet aspect-là. Deuxième approche, l'approche de rendement, de rentabilité. La valeur d'entreprise est fondée sur la capacité de l'entreprise à générer des profits pour le repreneur, parce que le cédant a des charges que le repreneur n'aura pas, et il n'a pas de charges que le repreneur peut avoir. Et ça, on va revenir quand on va aborder ce sujet-là. Et puis, on a une approche intermédiaire qui mélange alors l'approche plutôt patrimoniale, l'approche avec la valeur du matériel, etc., et la valeur qui est basée sur la rentabilité. Alors, première méthode, l'évaluation par comparaison. Vous avez des barèmes par profession. Puisqu'on est en visio, je peux vous le montrer. Par exemple, vous avez ce qui est indiqué en bas. Il n'existe pas de barème officiel de référence, mais des barèmes indicateurs comme celui proposé par l'éditeur Lefebvre. Donc, vous voyez, ça, c'est le Lefebvre Transmission d'entreprise. Et il y a un barème où il y a, voilà, vous voyez, il y a un barème où on a profession par profession, un pourcentage minimum et un pourcentage maximum à appliquer sur le chiffre d'affaires hors taxe maintenant. Avant, c'était TTC, maintenant, c'est hors taxe. Alors, ça, c'est un des barèmes. Il y a des barèmes éventuellement de centres de gestion. Moi, j'ai vu une fois un contrôle fiscal qui avait été fait comme ça. Une fois un contrôle fiscal qui a été fait comme ça, où c'était une activité où il y avait pas mal de concurrents sur l'agglomération grenobloise, et puis ils avaient pris 3 ventes en disant que ça s'était vendu 40% du chiffre d'affaires, et que le chef d'entreprise en question le vendait 20%. Donc, des explications. Bon, ça, c'est, à mon avis, une sorte de pré-contrôle fiscal. Voilà. Alors, cette méthode, elle a 2 inconvénients pour moi. Premier inconvénient, on a un pourcentage minimum et un pourcentage maximum, et quelquefois l'amplitude de l'écart est très importante. Je vous dirais la pâtisserie, par exemple, je crois que c'est 50 à 110%. Donc on est bien avancé quand on a 50% 110, en sachant que 110% c'est plutôt urbain et 50% c'est plutôt rural. Mais bon, vous voyez, déjà, l'amplitude énorme, c'est un inconvénient. Deuxième inconvénient,
c'est que ça ne tient pas compte de la rentabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 2 entreprises qui faisaient 800 000 € de chiffre d'affaires. Il y en avait une, le bénéfice était de 30 000 €, l'autre, le bénéfice était de 175 000 €. Si on prend cette méthode-là, on a la même valeur. Et le troisième inconvénient, c'est que pour les entreprises qui sont un peu sur des niches, je prends l'exemple des vitraux, ou je prends l'exemple même du dépannage auto, je vais avoir... c'est la moyenne des ventes qui se font, entre guillemets, sur la France. Donc, mécanique auto, j'aurai quelque chose. Dépannage, je pourrais prendre la mécanique auto, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. Donc, les vitraux, je n'aurai pas. Donc, quelquefois, dans les 3 méthodes qu'on utilise pour évaluer une entreprise, on a des entreprises qui sont tellement sur des niches particulières. Moi, dans l'industrie, là, j'ai une entreprise actuellement qui travaille sur un certain type technique. Et ben, je ne l'ai pas pris parce que j'ai aucun pourcentage qui est crédible. Deuxième méthode, l'évaluation par le rendement de l'entreprise, par la rentabilité de l'entreprise, par l'excédent brut d'exploitation. Alors, l'excédent brut d'exploitation, je vous ai fait un peu un détail de ce que c'était. C'est le chiffre d'affaires, moins les achats, moins les assurances, l'essence, etc., moins les impôts et taxes, moins les rémunérations. Quand on fait une évaluation comme ça, on retraite tous ces postes de charge. Je vous donne un exemple que j'ai eu. J'avais quelqu'un qui était en entreprise individuelle et qui était propriétaire des locaux. Et pour des raisons diverses et variées, il ne se versait pas de loyer. Eh ben, il m'a dit, je garde les murs. J'ai dit, il va falloir que moi, j'ajoute un loyer dans la catégorie autres achats et charges externes. On modifie souvent les rémunérations. Les rémunérations, le chef d'entreprise, le repreneur, il ne va pas prendre obligatoirement la même rémunération. Quelquefois, il y a des salariés, on réduit la masse salariale parce qu'il n'y a plus besoin de tel ou tel salarié. Voilà. Donc là, vous voyez, on retraite, on se met en quelque sorte côté repreneur pour arriver à cet excédent brut d'exploitation, pour que ce soit l'excédent brut d'exploitation que le repreneur peut espérer réaliser. Et on affecte un coefficient qui est entre 2 et 5. Voilà. Donc ça, première méthode, l'évaluation par le chiffre d'affaires avec les 2 inconvénients, on ne trouve pas toujours le domaine d'activité, si c'est une niche de marché. Il y a un pourcentage minimum et maximum qui est important. Et ça ne tient pas compte de la rentabilité. Là, l'évaluation par rendement, quand le repreneur va venir, vous allez proposer un chiffre, et ce chiffre qu'on aura calculé ou que la personne qui aura réalisé l'évaluation de l'entreprise, vous pourrez lui dire, voilà, ça vaut tant parce que vous pouvez dégager tant d'excédent brut d'exploitation. Et d'ailleurs, nous, on a aussi un petit tableau de financement. Quand on travaille avec les cédants, on leur présente un tableau de financement pour leur montrer qu'à ce prix, le repreneur, en ayant à peu près 30% d'apport et 70% d'emprunt, il peut s'en sortir. Et ça, j'aime bien ce tableau-là parce que le repreneur, on lui montre que la marge dégagée par l'entreprise, elle permet elle est supérieure, il faut l'espérer, à la marge que le repreneur doit dégager pour s'en sortir. Et puis, il y a cette approche intermédiaire où là, on va additionner une valeur de l'actif, alors en valeur de revente, pas en valeur comptable. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur de revente peut être supérieure. Généralement, elle est rarement supérieure, mais bon, elle est à peu près égale. La valeur de rendement, donc on va additionner à cette valeur de l'actif une valeur de rendement. Cette valeur de rendement, on prend les charges fixes, on calcule la marge sur les achats et on regarde si cette marge sur achat, elle permet de couvrir les charges fixes. Toujours retravailler. Retravailler pour que le repreneur, quand il va faire son prévisionnel, on est tenu compte dans la valeur qu'on va proposer à ce repreneur de sa situation. Loyer, rémunération, etc. Alors, l'évaluation d'une société. Regardez tout en bas déjà, on vient d'évaluer finalement le commerce. Une société, la différence quand vous reprenez des parts sociales, c'est que vous allez reprendre
l'actif de l'entreprise, sa clientèle, ses stocks et la trésorerie. Et en face, vous allez devenir responsable et des emprunts. Donc c'est pour ça que, à la valeur du fonds de commerce qu'on a calculé par les méthodes qu'on a vues précédemment, on rajoute ce que l'entreprise possède en stock, en clientèle, et on enlève les dettes, et on se retrouve avec une valeur. Quelquefois, on a une grosse valeur de trésorerie, par exemple, parce que le chef d'entreprise, il a laissé s'accumuler de la trésorerie quand l'entreprise est rentable, et il va falloir voir comment on sort cette trésorerie avant de vendre, parce que le repreneur, il n'a pas besoin d'avoir, moi j'ai des entreprises où il y avait 300, 400 000 euros de trésorerie. Donc là, il y a des techniques, y compris sur la fiscalité, pour traiter ça. Alors, je vais laisser maintenant la parole à la caisse d'épargne. Et puis, je vais laisser Richard Laguerre et Audrey nom de deux, excusez-moi, traiter cette partie-là. On y va, je crois que la partie initiale, ça doit être Richard qui commence. Donc, on peut lancer les slides. C'est parti. Sur la partie valorisation, voilà. Et puis ensuite, on passera sur la fiscalité. Richard, je te laisse la main. Alors, merci Audrey. Eric vous a parlé tout à l'heure de valorisation, de différentes approches et différentes méthodes. Comment je peux vous dire? C'est vrai que l'idéal, c'est que je pense que de toute façon, après, on aura pas mal de questions. Je pense que c'est peut-être l'idée d'échanger entre nous après. Je pense que c'est un avantage. Vous parlez de valorisation d'entreprise. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'il y a plein de sujets. Et on parle souvent d'un postulat parce que quand vous allez vous vendre votre entreprise, le fruit de votre activité que vous avez fait depuis de nombreuses années, il y a un repreneur qui va à un moment donné pousser la porte d'une banque pour financer son projet. Et ça, lorsqu'il va venir nous voir et il va nous demander, ben voilà, je rachète telle entreprise, soit un fonds de commerce ou soit des parts sociales ou des actions. Il va arriver avec un projet et puis le banquier va lui demander, bah, OK, est-ce que vous avez fait une valorisation de cette entreprise-là, combien ça coûte, etc. Et souvent, la valorisation, on est rarement d'accord. Quand je dis on est rarement d'accord, c'est difficile d'avoir, on va dire, un accord entre, qu'on soit tous en phase entre l'acheteur, le vendeur, la banque. C'est très compliqué, c'est toujours difficile. Je pense, moi je dis toujours, la vraie valeur, c'est la valeur du marché. C'est ce qu'elle vaut sur le marché, on va dire, aujourd'hui. Et ça, c'est quand même pas évident. Maintenant, malgré ça, malgré qu'on ne soit pas toujours d'accord sur les validations proposées, il faut quand même néanmoins avoir une vision d'ensemble concernant l'approche, les différentes approches que nous pouvons faire au niveau des entreprises. Et là, le banquier, lui, de toute façon, va refaire une analyse contradictoire pour avoir un peu sa propre idée. Sur les méthodes, ce que disait tout à l'heure Eric, hein, les méthodes, elles sont quasiment communes à toutes et tous. On va faire un mixte de plusieurs valorisations, une valorisation par l'actif net comptable, on va regarder actif par actif ce que ça vaut, une valorisation par ce qu'on appelle la valorisation vénale du fonds de commerce, l'excédent brut d'exploitation, les stocks, la trésorerie, les dettes, avec une fourchette mini, maxi, moyenne pour avoir un peu une idée de tout ça. On va également faire, nous, une valo sur ce qu'on appelle les cash flows actualisés. Les cash flows, c'est la trésorerie. Eric vous en parlait tout à l'heure. C'est qu'est-ce que l'entreprise dégage en matière de flux de trésorerie sur différentes périodes. Nous, on est quand même très, très sensible à ça parce que, Eric, vous parlez tout à l'heure de trésorerie dans l'entreprise. Il peut y avoir dans les entreprises qui sont cédées un matelas de trésorerie énorme. Et une fois qu'elle est dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Le repreneur, lui, ce qui l'intéresse le plus souvent, lorsqu'il rachète une entreprise, il rachète une entreprise pas le plus souvent parce qu'il y a de la trésorerie, mais parce qu'elle est rentable, parce qu'elle dégage du cash, parce qu'elle dégage un flux d'exploitation qui va lui permettre, lorsqu'il va négocier avec le banquier, les banquiers pour acheter cette entreprise, de leur prouver que l'entreprise est rentable, elle dégage du cash, et grâce à ce cash-là, il va pouvoir notamment rembourser ses crédits. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Maintenant,
pour nous guider là-dedans, le banquier, lui, doit avoir, pour compléter son regard, surtout du bon sens. Et quand je dis du bon sens, si malheureusement on rentrait, grâce à des algorithmes savants, toutes les valorisations, puis on dit voilà, ça vaut tant, ça serait très simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'une entreprise, elle dépend de plein de sujets. Et surtout, elle dépend de vous. Elle dépend de l'homme clé ou de la femme clé, d'un secteur géographique. Est-ce qu'on peut estimer que cette entreprise évolue sur un secteur de niche? J'entendais tout à l'heure de dépannage. Imaginez que vous êtes le seul sur votre secteur à un rayon de 40 km. Ça peut être considéré comme une activité de niche sur un secteur. Les hommes, les femmes et leur parcours. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, la vraie valeur réelle, on va dire, de l'entreprise sur son marché. Je dis souvent, c'est qu'une entreprise dépend, bien entendu, de sa vraie valeur sur le marché. Et c'est pas toujours simple, mais le mix de tout ça permet d'avoir, on va dire, un peu une cote mal taillée et d'arriver, on va dire, avec un dossier de financement, un dossier donné par le repreneur, qui plus est quand même, plus il sera ficelé avec différentes approches, différentes méthodes, son parcours, qu'est-ce qu'il va en faire, ça sera bien plus simple pour convaincre le banquier. Voilà, je pense que je n'ai un petit peu trop dit. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous parler un peu plus de tout ce qui est fiscalité, mais voilà, beaucoup de bon sens dans tout ça, parce que ça dépend de tout un tas de paramètres qu'il faut, à mon avis, quand vous allez voir un financeur, peut-être aller en voir plusieurs, parce que dans tout ça, vous aurez certainement un banquier, une banquière qui vous dira il a bien compris mon projet et je pense que lui ou elle va m'aider à le vendre dans les comités de crédit. Voilà, Audrey, ce que je voulais te dire, ce que je voulais vous dire. Voilà. Richard, merci beaucoup sur ces questions de valorisation qui effectivement sur la partie gestion privée ne sont pas notre cœur de métier. Nous, on va plus vous aider, vous verrez sur la dernière slide, mais aussi sur les questions fiscales qui sont importantes parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail-là, qu'on a trouvé la personne en question, etc., il y aura l'idée de savoir ce qu'il vous reste et ce que vous allez effectivement en faire. La cession de l'entreprise, moi, je me suis positionnée avec le regard de celui qui cède, du cédant. J'ai laissé de côté le repreneur parce que sinon on aurait pu parler pendant des heures sur sa partie aussi à lui et je me suis surtout focalisée de ce côté-là. Et comme vous le voyez sur le petit titre qui est face à vous, on ne cède pas tous de la même façon. On peut céder, on appelle ça dans notre jargon à titre onéreux, c'est-à-dire vendre, ou on peut céder à titre gratuit, c'est-à-dire effectivement donner, voire dans un cheminement un peu plus dramatique, mais qui arrive parfois, un cheminement plus de succession. Je me suis focalisée sur ces 2 items pour vous montrer comment ça marche, pour vous montrer aussi que la loi malgré tout, nous favorise et qu'il y a des cas spécifiques d'abattement et d'exonération et que parfois, il vaut mieux le savoir en amont pour faire la cession au bon moment. Eric, on peut y aller pour effectivement les 2 types de sociétés. Selon qui vous êtes en tant que structure, vous qui cédez, la fiscalité ne sera pas la même. Donc, tout le déroulé de ma présentation est basé sur ces 2 lignes-là. Si vous êtes une entreprise effectivement individuelle et qu'on appelle quelque part transparente fiscalement, parce qu'elle va relever de l'impôt sur le revenu, il y aura un cheminement. Et si vous êtes, on appelle ça une société opaque, c'est pas très joli, mais ça veut juste dire qu'elle ne relève pas de l'impôt sur le revenu, donc elle n'est pas transparente fiscalement, mais qu'elle relève de l'impôt sur les sociétés avec un espèce de fiscalité prévue d'avance. L'impôt sur les sociétés avec un 15% jusqu'à un certain volume, un 28% au-delà, qui petit à petit dans les années à venir deviendra 25%, vous allez travailler sur un autre cheminement. Donc on va travailler avec ces 2 items et toute la présentation que je vous propose est toujours découpée en 2, où je suis une entreprise individuelle, où effectivement est donc plutôt soumise à l'IR, où je suis une société opaque et vous le verrez, on parle beaucoup là de cession de titres ou de parts sociales et relevant effectivement plutôt en général de l'IS. Et là, je vais avoir un cheminement particulier. Eric, on peut continuer pour essayer d'aller analyser ces structures et ça va être analysé à chaque fois, d'abord sur la question de la vente et ensuite sur la question de la donation.
Bien définir effectivement ce que l'on paye quand on fait une session à titre onéreux, donc une vente, 2 intervenants. L'un que je vais laisser de côté, c'est notre acheteur, hein, notre repreneur, qui lui aura tout son micmac de droit d'enregistrement & co, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et mon fameux cédant, donc vous, qui effectivement est très souvent imposé sur la plus-value. Donc la plus-value, je la définis tout de suite, on la redéfinira un petit peu après. C'est effectivement le prix final, donc le prix de cession, moins le prix original, donc le prix de départ, et ça va constituer cette plus-value. Là encore, selon que je suis transparente fiscalement ou selon que je suis soumise à l'IS et plutôt opaque avec des titres ou des parts sociales, je ne suis pas fiscalisée de la même façon. Mon entreprise individuelle soumise à l'IR va relever du régime des plus-values professionnelles. Ma société plutôt soumise à l'IS, mes titres, mes parts sociales, etc., vont plutôt relever de quelque chose qu'on connaît très bien en gestion de patrimoine, ce sont les plus-values mobilières, les cessions de titres. Donc vous allez le voir, ça rejoint quelque chose qu'on connaît très bien. Eric, on peut poursuivre sur une slide, vous allez le voir, donc celle-là, elle semble complexe, mais elle semble seulement. Je vais la décrypter avec vous et on va l'analyser. Ce qui m'a surtout tenu à cœur dans ce temps très très court, hein, la présentation initiale faisait à peu près 70 slides. Donc, c'était plutôt très dense, donc il a fallu vraiment essayer de compacter tout ça. Ce que j'ai surtout voulu vous montrer à travers cette présentation, c'est qu'il y a des champs possibles pour des exonérations. Voilà. On ne sera pas tout le temps taxé sur 100% de la plus-value. Il y a beaucoup de champs dans lesquels je vais pouvoir aller travailler pour effectivement avoir des abattements, voire une exonération totale. Je me place tout en haut sur la gauche de la slide et je suis bien sur mes plus-values professionnelles. Donc, je suis bien sur mon entreprise individuelle, plutôt soumise à l'IR. Donc, vous l'avez vu, il peut y avoir des structures sociétaires qui, sur option ou de principe, hein, peuvent opter pour l'IR. Là, j'ai mis un mot un petit peu global. Et effectivement, chaque actif de mon bilan va avoir une taxation un petit peu particulière. Et je me suis surtout focalisée sur mon fonds de commerce pour vous montrer qu'il y avait des cas d'exonération effectivement possibles. Alors, quand vous faites la cession, d'abord, il faut bien que vous le sachiez, il y a une forme de solidarité fiscale avec votre repreneur, le paiement d'impôts, taxes d'apprentissage, vous allez être imposé sur vos bénéfices, sur l'exercice couru, la somme va être effectivement sous séquestre, enfin il y a tout un mécanisme quand même qui est plutôt rodé, vous devez vous acquitter de la TVA, sauf cas particulier d'exonération, de la contribution économique territoriale, il peut y avoir un partage, mais en tout cas dans cette phase de cession, vous allez être très en lien avec votre repreneur et au plan fiscal, vous aurez cette forme de solidarité qui s'arrêtera au bout d'un certain temps quand tout sera réglé. Et ensuite, vous pouvez, comme on l'a dit, réaliser une plus-value. Deux choses. Si effectivement la société est détenue depuis un temps très court, moins de 2 ans, vous serez sur une plus-value court terme qui va se cumuler à vos résultats dans les régimes de droit commun. Si, et c'est plus souvent le cas, vous détenez cette structure depuis plus de 2 ans, c'est plutôt du long terme. Et là, vous avez une taxation au prélèvement forfaitaire unique, on en a parlé la dernière fois, les fameux 30%. Voilà, on laisse le cas de l'IS pour l'instant, mais comme vous le voyez sur ma petite slide de droite, plus-value professionnelle, vous avez dans tout ça des cas d'exonération. Ils sont au nombre de 3, grosso modo. D'abord, le chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez une activité qui relève des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, finalement, vous êtes commerçant, artisan, etc. Et les bénéfices que vous faites, ou plutôt le chiffre d'affaires que vous faites, est inférieur à 250 000 €, vous aurez une exonération totale de votre imposition. Si vous êtes une profession libérale, €. Premier point, quel est mon chiffre d'affaires? Deuxième point, quelle est la valeur de mon fonds de commerce? Si mon fonds de commerce a une valeur de moins de 300 000 €, j'aurai une exonération totale. Au-delà de 500, quand on commence à basculer vers 500, les exonérations seront effectivement partielles. Et le troisième point, non des moindres, c'est le départ à la retraite. Quand effectivement, vous, entreprise individuelle, vous cédez et concomitamment avec votre départ à la retraite, donc vous avez bossé toute votre vie dans la structure et vous cédez au moment où vous liquidez vos droits,
eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le droit à une exonération totale si tant est effectivement que vous ayez eu l'entreprise entre les mains pour au moins 5 ans. Donc, vous le voyez, il y a des pistes d'exonération selon les volumétries, volume du fonds, chiffre d'affaires et le départ à la retraite. Sur les slides du bas, on va s'intéresser à mes fameuses sociétés opaques. Donc là, c'est plutôt de la taxation à l'IS et c'est plutôt des titres ou des parts sociales. Eh bien là, pour la banque et pour la gestionnaire de patrimoine que je suis, ça ressemble étrangement à l'imposition des titres qu'on détient dans un compte titre. On va avoir un prix de cession, comme on l'a dit, moins un prix d'acquisition. Alors en bas, nos ingénieurs l'ont précisé, je vous le mets, le prix d'acquisition, c'est où le prix d'achat des parts si la société existait déjà. Mais évidemment, vous pourriez me dire, Audrey, si on a créé la société, ça se passe comment? Bonne question. C'est le montant apporté au capital de la société créée qui va représenter le prix d'acquisition. De cette soustraction va sortir ma fameuse plus-value taxée en totalité aux prélèvements sociaux. Je vous l'ai mis 17,2, c'était 15,5 il y a 2 ans, 17,2 aujourd'hui. Et j'aurai ma plus-value imposable et là, 2 chemins où je décide de me faire taxer au barème progressif de l'IR selon ma tranche marginale, 11, 30, 41, 45, et j'aurai droit à des abattements très intéressants que je vais vous détailler. Ou alors, je profiterai du prélèvement forfaitaire unique et pour le coup, je serai taxée avec mes 12,8. Attention, si les volumes sont très élevés, je peux aussi être redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 3% ou 4%, mais il faut vraiment des volumétries importantes, plus de 250 000 € pour une personne seule et plus de 500 000 € pour un couple. Voilà, et puis encore une petite taxation à 4, encore au-delà. Donc ça, c'est mon cheminement. Ce sont mes abattements. Depuis 2018, la fiscalité sur les titres s'est modifiée. Si je détiens mes titres avant le 31 décembre 2017, donc je les avais acquis avant, si je les détenais depuis au moins 2 ans, j'ai un abattement de 50%. Depuis au moins 8 ans, j'ai un abattement de 65% hors prélèvements sociaux. Et j'ai même, c'est la petite possibilité du milieu, titre acquis dans les 10 ans de création, le fameux abattement qu'on appelle PME nouvelle. Ça veut dire que si j'ai une PME que je vais céder finalement dans ces 10 ans de vie, j'aurai un abattement et des abattements plus forts entre 1 et 4 ans, 50%, entre 4 et 8, 65 et au-delà de 8, 85%. Donc vous le voyez, je suis primée sur le temps de détention de mes titres. Cerise sur le gâteau est jusqu'en 2022, puisqu'a priori, c'est le moment où ce mécanisme, ça dépend les lois de finances, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, pourrait s'épuiser. Si je pars effectivement à la retraite, même chose, j'ai un abattement spécial et exceptionnel de 500 000 €, pas cumulable avec mes abattements pour durée de détention, mais qui a quand même le mérite d'exister. Et tout ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que vous le voyez, le législateur essaye d'être favorisant et dans des moments de vie importants, d'être aidant pour effectivement que la cession se passe dans les meilleures conditions. Éric, on peut poursuivre maintenant qu'on a vu les possibilités, les champs d'exonération. Je me suis aussi penchée sur la partie donation parce que parfois ces titres-là, vous ne les vendez pas. Mais dans un cadre très souvent intrafamilial, vous allez les donner. Alors là, c'est moins simple parce que l'histoire de mon repreneur que j'avais complètement évacué, c'est très compliqué de l'évacuer parce que souvent entre donataire et donateur, celui qui donne et celui qui reçoit, il y a un lien très fort. Et vous avez vu ma petite flèche faculté. Faculté, ça veut tout simplement dire que mon cher donateur, il a la faculté de payer les droits de donation pour son donataire. Ça se passe tout le temps. Autant les droits de succession, quand la personne est décédée, elle ne peut plus les régler, autant quand moi je donne, et qu'en plus c'est une grosse valeur, peut-être à mes enfants, ça me tient vraiment à cœur de payer les droits afférents. Donc là, c'est difficile de faire vraiment un distinguo entre les deux, et vous le verrez, je vous ai mis quelques petites précisions. Donc, même chose, l'impôt de plus-value peut être dû. Même chose, je dois distinguer si je suis une entreprise individuelle ou si je suis une société effectivement opaque. Voilà, Eric, on peut y aller, on peut changer de slide comme vous l'aviez fait. Et là, on va regarder les exonérations également qui sont possibles. Donc, même chose, on a les mêmes possibilités qu'en cas de vente. On a une exonération effectivement complémentaire avec une durée de conservation des titres. Si celui qui reçoit s'engage à garder pendant un certain temps, pas 5, mais plutôt 4, on aura effectivement des exonérations qui seront mises en place. Regardez la partie de la slide du bas.
quand au contraire, je suis dans une configuration de société opaque, donc titre par social, j'ai un écrasement total de ma plus-value. Je donne, je me dessaisis. Donc, je n'encaisse rien. Hein. Ce n'est pas comme tout à l'heure où effectivement j'encaissais, il y avait de la plus-value. Là, je me dessaisis en totalité et ça a pour effet effectivement d'écraser la plus-value si je donne en pleine propriété. Et en parallèle de ça, on a un cheminement qui est très intéressant qui s'appelle le pacte Dutreil et qui va fonctionner autant pour mes entreprises individuelles que pour mes sociétés finalement de titres et quand je vais transmettre des titres et qui me dit, parce que c'est ce que je vous disais, là, pour le coup, il y a une valeur donnée et cette valeur donnée, elle va être taxée parce qu'il y a un barème pour les donations. Il y a certes des abattements par enfant, mais il y a quand même un barème. L'administration fiscale me dit, voilà, si tu donnes, si tout le monde s'engage à conserver pendant un certain nombre d'années, et il y a un engagement collectif aussi préalable, et qu'en plus l'une des personnes à qui tu donnes exerce l'activité dans l'entreprise, eh bien tu auras un abattement sur la valeur donnée de 75%. C'est énorme et ça favorise là aussi la donation de titres d'entreprise ou de fonds vers l'un des enfants, vers tous les enfants avec l'un d'eux qui continue à travailler dedans et ça nous permet de réduire très fortement les droits de donation. Je vous rappelle juste pour mémoire que l'abattement parent-enfant, il est de 100 000 €. Au-delà, on commence à grimper dans des taxations à 20, 30, 35 selon un barème bien établi. Donc, ça peut être extrêmement coûteux de donner alors qu'on transmet effectivement un outil de travail. Voilà ce que je voulais vous dire et j'ai une petite slide de conclusion, Eric, qui était la dernière de ma petite présentation, sauf si elle a été effectivement enlevée. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est là qu'on a besoin du gestionnaire de patrimoine. On en aurait peut-être besoin avant quand même, parce que des fois, si on se pose les bonnes questions avant, je pense à la trésorerie, etc., peut-être que ça aide. Post-cession, qu'est-ce qui se passe? La protection sociale, c'est plus la même. Je l'avais dans ma boîte, il va falloir que je la recrée à titre privé. Donc, pour le coup, ça passera la main à la MAF, c'est une bonne idée. Et puis, nous, on a peut-être 2-3 choses aussi à vous dire en tant que banquier. Mes revenus ne seront peut-être plus les mêmes et je vais peut-être devoir utiliser mon patrimoine pour me générer des revenus complémentaires. Quels sont mes objectifs? Et puis, mes enjeux fiscaux. L'IFI, hein, on avait mis l'ISF, mais c'est plutôt l'IFI aujourd'hui. Mon patrimoine immobilier que j'utilisais dans l'entreprise va peut-être devenir un patrimoine à titre privé et donc je vais peut-être être redevable de l'IFI. Droit de succession, si j'ai cédé en vendant, j'ai augmenté mes valeurs et j'ai augmenté mon patrimoine. Le transmettre demain me coûtera peut-être cher, donc il faut que j'y pense. Et même chose, l'impôt sur le revenu, selon mes typologies de revenus, il y a peut-être des optimisations à mener. Hein. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la fiscalité et en même temps sur un audit on va dire post-cession au niveau patrimonial. Je reprends la main et c'est vrai que pour avoir eu dans mon entourage personnel un montage du trail qui a mal été fait, avec une reprise fiscale qui se montait à des sommes énormes, d'où l'intérêt d'avoir des spécialistes qui vous accompagnent dans le montage de ce type pour que fiscalement ça soit bien cadré et que vous risquiez pas des reprises au bout d'un certain nombre d'années. Donc les spécialistes et donc la caisse d'épargne. Alors attendez, je passe. Donc pour l'assurance, c'est aussi, mais c'est comme dans tout moment de la vie où il y a des changements qui se font, c'est un moyen de faire le point sur les assurances. Donc la MAF est notre partenaire là-dessus. La vente d'une entreprise est l'occasion de faire le point sur les assurances. Vous voyez, la couverture complémentaire des salariés, l'assurance des biens corporels, la responsabilité civile, le dommage, ouvrage et décennal. Moi, j'ai eu des entreprises, ça faisait 5-10 ans que il y avait des contrats d'assurance qui étaient renouvelés, on ne se posait pas de questions. Et puis, quand la personne a renégocié en particulier sa décennale avant de céder, elle a obtenu, je crois, 5 000 € de réduction parce que ça faisait 10 ans que l'assurance était bien contente, il n'y avait pas de négociation, elle continuait sur les mêmes sommes. Donc, n'hésitez pas à faire un tour avant de céder sur tous vos contrats d'assurance, parce que ça pourra mettre en valeur l'entreprise. Voilà, donc là, la MAF, il y a des offres de regroupement de contrats, il y a 2 mois gratuits sur le contrat pro des 2 contrats souscrits, il y a des offres pour les 14 entreprises avec 3 mois offerts en prévoyance, mensualisation bien entendu, et il y a un conseiller
qui est dédié à votre écoute et à votre service. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à passer par nous pour qu'on vous donne les contacts. On propose aussi, nous, une formation. Notre service formation propose une formation qui s'intitule « Comment préparer sa retraite ». On va, à l'issue de cette réunion, vous adresser un questionnaire de satisfaction. Et d'ailleurs, avec ce questionnaire de satisfaction, vous pourrez demander à ce qu'on vous envoie le PowerPoint qui vient d'être projeté aujourd'hui. Et en même temps, on vous enverra une documentation sur cette formation qui peut se faire avant de partir. Comme je vous l'ai dit au début, on a une organisation Nord-Isère, Sud-Isère. Nord-Isère, retenez la ligne, la Côte-Saint-André, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Saint-Christophe-sur-Guiers. Mais comme nous travaillons en complément, heureusement, quelquefois on ajuste en fonction. Par exemple, moi, il y avait une personne là qui était inscrite, mais je prends au lieu, même si c'était pas dans la zone, enfin, on ajuste. Mais en gros, retenez cette ligne, la Côte-Saint-André, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Saint-Christophe-sur-Guiers, avec Laurence de Bernardi qui fait le même travail que moi d'évaluation, que certains d'entre vous ont vu lundi, parce qu'elle a fait le webinaire lundi. Et pour les repreneurs, c'est Alexandre Franceschi. Vous avez sur ce PowerPoint les mails et les numéros de téléphone. Sur le Sud-Isère, donc moi je m'occupe des cédants, et les repreneurs sont suivis par Jean-Daniel Guillermin, avec toujours les numéros de téléphone et les mails. Voilà, je pense qu'on va passer aux questions. Donc, je vais vous laisser... alors, vous avez un instrument sur Teams. Vous avez une petite main qui est au-dessus du bouton ignorer, là. Et si vous cliquez sur cette main, ça me montre que vous voulez prendre la parole. Donc, vous ouvrez votre micro et puis vous posez la question. N'hésitez pas. La première est toujours la plus difficile. N'hésitez pas. Est-ce qu'on a été trop clair? Non, je pense qu'il y a toujours des questions. N'hésitez pas. Des questions sur les méthodes d'évaluation, des méthodes sur la fiscalité. N'hésitez pas sur la fiscalité parce que c'est pas toujours simple d'avoir des spécialistes sous la main. J'ai eu une question qui a été posée tout à l'heure par un participant concernant le barème qui s'applique, le barème du Lefebvre fiscal. Donc, j'ai répondu que, voilà, que tu n'étais pas rentré dans le détail, Eric, et qu'il était fonction de l'activité. Et lorsqu'on en a plusieurs activités, on peut même également l'utiliser en proratisant. Donc, c'est toujours intéressant lorsque vous avez une entreprise avec différentes branches d'activité d'identifier le chiffre d'affaires propre à chacune. De la même manière, Olivier tout à l'heure a évoqué l'exonération en fonction, pour la petite entreprise, en fonction de son chiffre d'affaires. On peut très bien avoir une partie prestation de services et une partie vente de marchandises. Donc là, c'est pareil, il faut que comptablement, on soit en capacité d'identifier quelle est la part du chiffre d'affaires qui n'est que prestation de services et quelle est la part de fourniture ou de vente. Oui, ça démontre, mais je te rejoins à 100% sur tout ce que tu viens de dire. Après, ça démontre aussi que on adapte véritablement l'étude en fonction des caractéristiques de l'entreprise, son activité, ses particularités. Et Dieu sait qu'on tombe sur des entreprises qui sont très particulières
Et là, on va prendre en considération, moi ça m'arrive aussi, alors, de prendre en compte le potentiel de développement. J'ai des entreprises qui n'ont pas une rentabilité énorme, mais qui arrivent à dégager qui peuvent dégager des rentabilités dans dans les années futures. Ce qui n'est pas évident, parce qu'à ce moment-là, on rentre sur des hypothèses, sur du prévisionnel, mais vous voyez qu'on s'adapte véritablement quand on fait une évaluation à tous les éléments, aux particularités de l'entreprise. Voilà, je pense que nos participants n'ont plus de questions. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut aussi digérer toutes ces informations et les questions forcément arriveront par la suite. Hein, c'est un petit peu ce qui ressort des échanges sur le chat. Pas de questions pour le moment. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, Donc, les participants vous remercient, hein, vous remercie tous les trois. Voilà. Voilà. Et bien, écoutez, bonne journée. Continuation. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Oui, merci. Merci bien, bonne continuation à vous tous. Bonne continuation. Merci, courage, à vous merci, au tous revoir. pour votre participation. Merci. Merci bien, Merci. au revoir. Merci. Eric, on peut arrêter l'enregistrement.